le behemoth impossible à battre. Lancelot s'éclate, ne vous inquiétez pas, j'en parle. どこかの誰かのリツイートどこの基準はギネスで試されてるようなリアルに答えを探してる暇もないああいうのフィクションの世界でなんや隠してる誰も見せないフェイス人知れず鳴らしたまでに気づいたのは痛いほど僕さYo les bros, ici Big Manga, et j'espère que vous allez bien, rappeur ça va. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la revue du chapitre 115 des 4 chevaliers de l'Apocalypse, la bataille d'Albion. Un chapitre juste incroyable, qui nous montre que l'image que nous avons eue du Behemoth en termes de taille était grandement fausse, car il est juste énorme et possiblement imbattable. Où existerait-il une chance pour les chevaliers prophétiques de lui battre? Nous avons aussi Lancelot éclatant et enfin les chevaliers chaotiques face aux chevaliers prophétiques et leurs alliés. Ne vous inquiétez pas, je parle de tout cela au cours de cette vidéo. Nous avons une page cover, nous montrons l'Albion continuant son chemin avec les miasmes autour de lui. Le chapitre commence avec ces derniers se demandant où était le Behemoth car il marchait déjà depuis un long moment, mais pas de Behemoth à l'horizon. Il n'y avait littéralement rien devant eux. Si le Behemoth était vraiment si grand comme le leur avait expliqué Zeldris, alors pourquoi ne voit-il même pas un bout de lui permettant d'au moins imaginer la taille qu'il a? Mais heureusement pour eux, Super Mini Percy apparaîtra. Nous apprenons de lui que même s'ils cherchaient partout, ils ne trouveront rien car ils étaient déjà sur le dos du Behemoth. Il dira aussi à Percy qu'il devrait le savoir car il était déjà venu dans cet endroit. Ce qu'il dit nous prouve ou nous montre juste que lorsque Percy était venu vers le Behemoth pendant son enfance, il avait tous ses moyens. Il n'était pas contrôlé par quelqu'un ou par sa magie. Il était venu de lui-même et était reparti après avoir tapé la causette avec le Behemoth. Mais bon, vu qu'il était encore un gamin pendant cette période de sa vie, ça pourrait expliquer pourquoi il ne se souvient de rien. Mais perso, je suis plus du côté de la théorie qui voudrait que les souvenirs de ce dernier aient été scellés ou altérés avec quelques souvenirs étant restés intacts, comme sa rencontre avec Zeldris et Gelda. Et donc, ces souvenirs s'éveilleraient peut-être au fur et à mesure qu'il rencontrera les gens qu'il a rencontrés dans son enfance, mais qu'il a bien évidemment oublié. Comme pour Zeldris et Gelda, il a d'abord fallu qu'il vienne dans le royaume démoniaque pour se souvenir d'eux. Et aussi avant d'arriver au royaume démoniaque, même lorsque Io lui avait parlé du royaume démoniaque, il disait toujours qu'il a vécu pendant toute sa vie sur le doigt divin avec son grand-père. Et lorsqu'il est arrivé au royaume démoniaque, comme par magie, ses souvenirs sur son enfance au royaume démoniaque sont directs revenus à lui, hormis sa rencontre avec le Behemoth bien évidemment. Et donc, en suivant le même bail, peut-être que lorsqu'il rencontrera vraiment le Behemoth, il se souviendra de ce qui s'est passé pendant son enfance lorsqu'il était venu vers le Behemoth. Mais revenons un peu dans le chapitre. Perceval donnera à Super Mini Percy le nom de Bounsival. Dans la trad anglaise ou française, c'est Gélatine. Mais en se référant à la trad officielle, la trad japonaise, c'est Bounsival. Donc j'appellerai Super Mini Percy à partir de maintenant Bounsival. Ou si j'oublie ce nom, et bah Super Mini Percy. Ce dernier ne sera pas du même avis que Percy concernant ce nom car il ne voulait pas avoir de nom bizarre. Nous apprenons ensuite de Bounsival qu'en termes de taille, par rapport au Behemoth, l'Albion ne représente qu'une puce. Ce qui leur étonnera et leur fera savoir que la porte vers Camelot pouvait se trouver n'importe où, même devant eux, car ils sont déjà sur le dos du Behemoth. Mais bon, ce qui leur pose problème sont les miasmes du royaume démoniaque qui sont trop épais, leur donnant une visualisation pas très nette de l'environnement. J'ai bien aimé la case sur la représentation de l'Albion étant certes géant, mais juste minuscule dans cette case, marchant sur le dos du Behemoth, et aussi l'apparition de Super Mini Percy confirme un minimum ce que je vous avais énoncé concernant le fait que ce dernier pourrait se matérialiser et donner à Percy quelques infos importantes sur son enfance ou ses origines. Pour son enfance, comme nous le savons, Percy ne savait pas complètement qu'il était allé vers le Behemoth lorsqu'il était encore un enfant. Et ce dernier lui a appris qu'il était déjà allé vers le Behemoth lorsqu'il était bien évidemment un enfant. Ce qui montre juste que des fois, je ne vous raconte pas des conneries. À part lorsque je vous avais énoncé dans la revue du chapitre précédent que Lancelot combattrait possiblement le Behemoth en pilotant l'Albion. Ça c'était des conneries, je vous le dis clairement. En plus, j'y croyais putain. Mais arrêtons-nous un peu par là pour parler de ce fait avec le Behemoth. Alors, concernant la comparaison entre l'Albion et le Behemoth, avec l'Albion représentant en termes de taille une puce aux yeux du Behemoth, cela signifie que le Behemoth est absolument gigantesque, au point que c'est fondamentalement comme une montagne sur pattes. Cela suggère à son tour que nous ne verrons probablement aucune sorte de confrontation directe entre lui et les gentils, à moins qu'il ne soit capable de manifester un plus petit avatar de lui-même pour combattre
en son nom, ce qui serait juste incroyable. Et aussi, ça nous permettrait de comprendre comment le roi démon a pu lui combattre. Car en termes de taille, un Albion est plus ou moins grand que l'ancien roi démon. Et comment ce dernier a-t-il fait pour battre un être aussi grand s'il n'y a pas eu d'avatar, alors qu'il ne représente en termes de taille qu'une puce comparé au Behemoth? Je me le demande, putain. Je crois perso que le Behemoth avait créé un petit avatar de lui, mais quand même gigantesque aux yeux de nos héros, bien évidemment. Peut-être avec la même taille que le roi démon. Et aussi ce dernier, le Behemoth, avec sa taille d'origine, serait, je suppose, bien plus grand que le roi démon lorsqu'il avait fusionné avec la terre de Britannia dans son combat final dans Nanatsu. Et donc, le fait que ce dernier soit capable de créer un petit avatar de lui-même permettra aussi de montrer pourquoi Zeldris leur a dit qu'ils n'arriveront pas vivants à Camelot, car déjà de base, si le Behemoth n'est pas capable de créer d'avatar surpuissant, lui représentant, je trouverai le fait avec Zeldris leur disant qu'ils n'y arriveront pas en vie incohérent. Donc, d'après moi, le fait que Zeldris ait dit un truc pareil montre juste que nous finirons par avoir une confrontation directe entre le Behemoth et le Quatuor du Destin. Cela mis à part, je ne comprends pas vraiment comment le groupe a pu arriver sur le dos de la bête sans s'en rendre compte. S'ils escaladaient une jambe par exemple, cela aurait été comme escalader un mur vertical et donc ils l'auraient senti. Je suppose qu'ils ont marché le long de la queue jusqu'à ce qu'ils atteignent le sommet, ou peut-être que le Behemoth s'enfouit parfois dans le sol et que son dos était en fait au niveau du sol, et donc lorsqu'il se lèvera, ils ressentiront bien l'impact. Mais bon, j'espère au moins que nous aurons un avatar représentant le Behemoth. Sinon, je ne sais pas trop comment ces derniers arriveront à lui faire endormir ou à lui pacifier ou encore à lui combattre. Mais bon, passons. Nous avons ensuite Lancelot et Bounsival ressentant la présence des chevaliers chaotiques sur la tête de l'Albion à travers la lecture du cœur, bien évidemment. Je ne sais pas si vous l'avez aussi remarqué, mais le fait que Bounsival sente aussi cela, alors que pour sentir la présence de ces derniers, il faut au moins pouvoir lire dans les pensées comme le souligne Lancelot, me fait dire que nous avons là une nouvelle capacité liée à la magie de Perceval. Si l'espoir est vraiment sa magie. Car si c'est la matérialisation de la magie de Percy, cela signifie donc que tout ce qu'il peut faire avec sa magie, Percy aussi pourra le faire plus tard avec cette même magie. Donc le pouvoir magique de Perceval permet aussi de lire dans le cœur des gens. Sinon, je ne comprendrais pas comment ce dernier a fait pour ressentir la présence des chevaliers chaotiques, comme Lancelot bien évidemment, car Lancelot l'a fait en lisant leurs pensées. Donc retenez juste que d'après moi, Perceval ou du moins Bounsival possède la capacité de lire dans le cœur des gens. Mais peut-être aussi que je vous raconte des conneries et que c'est une toute autre capacité magique qu'il a utilisée pour le faire. C'était d'après moi non négligeable de le notifier, car je sais bien qu'il y a quelques-uns qui n'ont pas remarqué ce point grandement important en ce qui concerne Percy. Lancelot leur dira de s'attendre à l'impact car il y avait une mouche accrochée à eux. Il fait référence aux chevaliers chaotiques. Ces derniers s'étonneront d'écouter cela et alors l'Albion se cognera la tête histoire de tuer cette mouche, ce qui provoquera bien évidemment un impact à noter car tout le monde dans l'Albion ressentira cet impact. Au cours de l'impact, nous avons Naizien en lançant Percy, ce que en soi j'ai kiffé. Et ce que je n'ai pas juste kiffé, c'est le fait que Chiotte ait profité de cet impact pour enlacer Tristan. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais je déteste de plus en plus de persos. Mais bon, je garde espoir lui concernant. J'espère que ce sera lui qui mourra à la fin de cet arc, comme Jade dans l'arc Walnak. Ce serait une excellente idée de la part de Nakaba de faire cela. Même si le Pluton Tristan se retrouvera juste avec 2 membres, je m'en fous. Schwartz ou un autre démon pourrait les rejoindre. J'espère que ce dernier mourra dans cet arc. Mais bon, je m'égare. Lancelot sourira un peu du spectacle et le monstre que nous avons vu qui transportait les chevaliers chaotiques se détachera de l'Albion pour pouvoir éviter le coup de l'Albion, bien évidemment. Je sais bien que beaucoup ne l'ont peut-être pas remarqué, comme moi je ne l'ai pas remarqué au cours de ma première lecture du chapitre. Mais bon, après je l'ai remarqué. En fait, Tumintul va en quelque sorte enlever un bout de cet Albion, leur permettant de se terrer à l'intérieur du trou qu'il créera en faisant cela, évitant ainsi le coup de l'Albion sans trop de difficultés. Je dis que c'est Tumintul qui a fait cela, car nous voyons bien dans cette case que ce dernier rengaine son katana qu'il vient de dégainer. Donc, si vous ne l'avez pas remarqué, voilà, vous avez pu le faire dans cette vidéo. Juste pour cela, n'oubliez pas de liker la vidéo, bien évidemment, ça fait toujours plaisir. Ces derniers remarqueront qu'il y avait le doigt de l'Albion qui venait pour boucher le trou fait par Tumintul. Ouais, Lancelot veut littéralement les écraser. Pour éviter d'être écrasé, Mortlash ordonnera aux monstres venus avec eux de détruire cet Albion.
car même si, d'après eux, c'est lui leur moyen de transport vers le Behemoth sans être affecté par les miasmes, il représente une menace pour eux. Donc, cette créature lancera des projectiles sur l'Albion, projectiles qui ne laisseront pas l'Albion de marbre, permettant ainsi d'enlever ce poids que le doigt de cet Albion infligé au Chevalier Chaotique. Lancelot sera excité à l'idée de combattre avec cet Albion et dira que cette créature était digne de combattre l'Albion. Croyons bien sûr que l'Albion était un expert au combat. Donnie serait étonné de voir Lancelot ainsi, souriant, tout ça. L'Albion essaiera de donner une patate à cette créature, mais la lenteur de l'Albion permettra à cette créature d'éviter facilement cette patate de l'Albion. Il continuera de plus belle à lancer des projectiles sur l'Albion. Lancelot se demandera si cet Albion possédait des attaques aériennes, car cette créature pouvait facilement se mouvoir dans l'air. Il ordonnera à l'Albion de tirer. Mais bon, l'Albion ne pouvait rien faire car il ne comprend juste pas la langue humaine. Pour pouvoir lui donner des ordres ou des directives, ces directives doivent être données en langage démoniaque. Lorsque Percy le saura, il ordonnera à cet Albion de tirer en langage démoniaque, car comme nous le savons, il comprend et connaît comment s'exprimer avec cette langue. Et donc, après les directives de Percy, l'Albion balancera un projectile assez puissant à cette créature. Lancelot, tout souriant, félicitera Percy de cette action qu'il venait d'accomplir. Percy ordonnera encore à l'Albion de tirer encore plus de projectiles. Nous avons alors une double page juste incroyable. J'ai juste kiffé la double page. Nous montrons ce qu'a causé les projectiles de cet Albion. Ces derniers seront étonnés de voir tout ce grabuge. Tristan grondera un peu Lancelot en lui disant qu'il en faisait trop. Et ce dernier, dans une case juste magnifique en forme chibi, dira juste qu'il s'est un peu trop emporté sur ce coup-ci car c'était trop fun. Lancelot est littéralement fou. Donc là où ses compagnons trouvent qu'ils sont en péril, lui trouve juste cela fun. Ce fait nous prouve juste que même s'il a une puissance démentielle, il n'est en fin de compte qu'un enfant. Cette explosion sera même ressentie par Mortlash et compagnie, avec ce dernier soulignant la puissance destructrice que possédait cet Albion. Nous avons ensuite l'Albion tranché en un clin d'œil. Ils remarqueront bien sûr que cet Albion était en train de tomber. Mais bon, Lancelot tout stressé dira que ce n'était pas encore fini. Le monde déteste juste perdre. Voilà pourquoi il va un peu tricher pour gagner bien évidemment. Mais bon, je vais y revenir. Nous apprenons de Mortlash que cette créature, Arakdo, est une bête du purgatoire, alias le messager du roi du purgatoire. On dit qu'il préfère vivre dans les conditions les plus dures du purgatoire. La lumière émise par ses yeux est capable de déchirer la terre et son armure est capable de repousser toutes sortes de magie. C'est son attribut, ce qui nous montre juste que cette créature est bien au-dessus de l'Albion. Mais bon, Lancelot ne sera pas du même avis. Mortlash soulignera le fait que même si l'Albion a une puissance non négligeable, il ne pouvait quand même pas faire le poids contre Arakdo. Il dira donc à Arakdo, pour en finir bien évidemment, de viser le ventre de l'Albion car c'est à cet endroit qu'il ressent leur présence. Nazian dira qu'ils sont dans la mouise. Mais bon, pour Lancelot, lorsqu'il décide quelque chose, même s'il y a un facteur prouvant que c'est faux, il le rend réel. Comme pour cet Albion, il montrera à tout le monde que l'Albion était beaucoup plus puissant qu'Arakdo, car il sortira son arc et l'une de ses fléchettes. Nous avons un rayon de magie se créant au niveau du ventre de l'Albion sous les yeux médusés d'Arakdo. Et alors, d'un coup, une attaque juste surpuissante sera balancée à Arakdo. Attaque qui détruira en un clin d'œil Arakdo. En fait, ce qui m'a semblé juste incroyable, c'est le fait qu'après avoir expliqué les compétences non négligeables de cette bête du purgatoire, Lancelot pulvérise littéralement, comme si de rien n'était, cette créature. Mortlash sera juste étonné de voir Arakdo détruit. Par quoi? Par le rayon d'estomac, l'attaque finale de cet Albion. Une attaque que rien ne peut arrêter. Et en plus, lorsque ce dernier le dit, il est sérieux. C'est juste un ouf. J'ai kiffé ce visage que fait ses compagnons lorsque Lancelot le leur dit. Car ils ont bien vu que c'était lui l'auteur de l'attaque. Mais selon lui, c'est l'attaque spéciale de l'Albion. Tout ça pour ne pas perdre, car il savait bien que l'Albion allait tomber sous peu. Donnie dira dans la même case, avec un visage juste magnifique, que c'était son arc et ses fléchettes qui ont produit cela, ce qui était juste incroyable. Lancelot, dans une case juste magnifique aussi, j'ai kiffé, qui pousse au rire bien évidemment, dira que non, c'était l'attaque spéciale de l'Albion. Pour ne pas éterniser la discussion, ils accepteront juste ce qu'il dit. Il a fait cela, comme je vous l'ai dit plus tôt, pour ne pas que l'Albion ne perde ce combat, car c'est juste un gosse qui n'aime pas perdre. C'est peut-être même ce facteur de gosse qui pourrait faire à ceux qui ne participent pas à la bataille qui se passera dans le prochain chapitre. Je ne sais toujours pas comment, mais lorsque je trouverai quelque chose, des idées bien évidemment, je vous en ferai part. Nous avons ensuite une voix essayant de parler à Perceval. Il se demandera qui était l'auteur de cette voix. Et alors, cette voix lui dira juste que l'Albion tombait. Pour ceux qui croiraient que c'est cet Albion qui a dit cela à Percy, laissez-moi vous dire que c'est faux, car l'Albion n'écoute que la langue démoniaque
Et donc, s'il était capable de parler, de s'exprimer, il allait parler avec la langue démoniaque. Mais là, nous avons bien évidemment la langue des humains. D'après moi, là, nous avons peut-être bien le Behemoth essayant de communiquer avec Percy, car il a senti la présence de cet enfant qui était venu lui voir il y a de cela 14 voire 13 ans. L'Albion commencera à tomber avec bien sûr les chevaliers chaotiques tombant aussi. Et là je ne vois que 6 chevaliers chaotiques. Et aussi dans les pages d'après, lors concernant, nous n'en avons que 6. D'après moi c'est ainsi car comme nous le savons, Bracla est un adversaire à longue portée. Il a besoin d'être caché pour pouvoir pleinement utiliser ses capacités. Donc le chevalier chaotique manquant est probablement Bracla qui se trouve toujours dans cet Albion et qui pourrait leur attaquer dans leurs angles morts. Nous avons donc l'Albion et les chevaliers chaotiques tombants. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai remarqué un truc assez intéressant concernant ces chevaliers chaotiques, car nous avons dans ces cases une différenciation de leurs capes, avec Tumintul et Mortlash ayant des capes noires et les autres ayant des capes blanches, ce qui pourrait peut-être un peu nous en dire sur la puissance de ces derniers. Et donc à l'avenir nous pourrons supposer que les chevaliers à cape blanche sont plus faibles que les chevaliers à cape noire. Et donc, même si Mortlash a un an de whisky, il serait quand même surpuissant. Nous avons sur la dernière page de ce chapitre Lancelot et compagnie face au groupe de Mortlash avec un Lancelot disant aux chevaliers chaotiques que c'était donc eux, les chiens qui ont flairé leur piste. J'ai énormément apprécié ce chapitre avec ce duel juste incroyable entre ces deux créatures soldées, certes par une victoire avec tricherie de l'Albion, mais bon, c'était quand même plaisant. Ce chapitre portait bien son nom. En fait, lorsque j'ai mentionné l'idée d'une bataille mecha contre Kaiju, je ne pensais pas que nous aurons littéralement quelque chose comme ça. Ce monstre nommé Arakdo manque un peu de taille pour être appelé Kaiju, mais bon, il a largement fait l'affaire et a même été plus puissant que l'Albion. Mais vu que Lancelot n'aime pas perdre, il a dû tricher avec cette attaque dévastatrice pour gagner. Quoi qu'il en soit, j'ai kiffé la scène. Nous avons au centre le péché d'avoir détruit l'Albion des chevaliers prophétiques. Est-il si grave? Et sur la marge, le champ de bataille est rempli de miasmes. Le second round contre les chevaliers du chaos est sur le point de commencer. Nous aurons dans le prochain chapitre l'apogée de l'arc du royaume démoniaque. Une page couleur de plomb juste pour cela. Les dernières infos sur l'anime télévisé et une interview spéciale de 2 des acteurs principaux. De plus, les résultats du sondage sur les illustrations couleurs seront annoncés au cours du prochain chapitre. Il y aura donc du lourd dans le prochain chapitre. Et aussi, une nouvelle un peu triste bien évidemment, il y aura un double numéro la semaine prochaine. Ce qui signifie qu'il y aura une pause de 2 semaines à partir de ce message. Et non, cela ne signifie pas que nous aurons 2 chapitres. C'est seulement un numéro régulier qui est en vente pendant 2 semaines au lieu d'une. Donc, nous aurons, comme vous l'avez compris, 2 semaines de pause. Je pourrais enfin me donner à cœur joie de le montage des autres vidéos théories sur ce manga bien évidemment. Et je dois aussi finir le montage de la vidéo sur les races, car l'enregistrement est déjà fini. Donc pendant ces 2 semaines, si tout va bien, vous aurez quelques vidéos que je voulais vous faire il y a déjà un moment. Mais je n'ai pas encore parlé du plus important. En fait, le prochain chapitre a pour titre Le garçon de la prophétie. Pour le prochain chapitre, s'il a l'intervention du Behemoth, alors ce titre concernera Perceval. Sinon, ça pourrait être Lancelot avec sa puissance démentielle. Mais bon, attendons le chapitre 116 pour être fixé. Comme nous pouvons le voir sur la dernière page de ce chapitre, Lancelot est au premier plan face aux chevaliers chaotiques. S'il est vraiment autorisé à les combattre, dans le cas où Mortlash n'aurait pas le niveau des Seven et des Dissins, il les mettrait tous en déroute en solo rapidement. Ce qui signifie que quelque chose va probablement l'empêcher de participer à la bataille. Le sceptre chaotique des chevaliers chaotiques est toujours en jeu, mais je ne sais pas ce que Mortlash pourrait accomplir avec, étant donné que Lancelot vient de battre un monstre surpuissant en un clin d'œil. Et aussi nous avons eu la mention bien évidemment du roi du purgatoire. J'ai une petite supposition concernant le roi du purgatoire qui pourrait retenir Lancelot, mais bon, je vais y revenir. Hormis ce que je vais vous énoncer sous peu, Mortlash pourrait tout aussi corrompre un Lindora ou un truc comparable pour pouvoir distraire Lancelot, mais comme j'avais un peu raison sur le scénario Mecha contre Kaiju, je me demande si l'option alternative que j'ai mentionnée, pas celle avec le Behemoth, avec bien évidemment Lancelot dans l'Albion, contrôlant l'Albion et combattant le Behemoth, ouais, ça c'était des conneries, mais celle avec Lancelot devant combattre Govan pourrait finir par se manifester d'une manière ou d'une autre. Mais aurons-nous vraiment besoin d'une Govan manipulée pour avoir un combat Govan-Lancelot? Je n'y crois pas vraiment. Je pense qu'elle ne devrait pas nécessairement être sous l'influence de quelqu'un pour trahir ces derniers, temporairement bien évidemment, car Nakaba a pour
pour une raison quelconque, décidé de mettre sa loyauté envers le groupe sur le tapis à 2 reprises. La première fois est lors de sa discussion avec Meliodas, avec cette dernière disant à ce dernier qu'elle pouvait leur trahir à tout moment au chapitre 28. Et maintenant à nouveau grâce à Lancelot évoquant la possibilité qu'elle soit une traîtresse. Il y a aussi la scène du chapitre 21 où elle tremblait en se rappelant qu'Arthur la réprimandait pour avoir inquiété son frère et était clairement bouleversée à l'idée d'aller à l'encontre de son oncle. Ce genre d'incident est généralement destiné à mettre en place un incident où la loyauté d'un personnage est testée alors qu'il évalue ses options jusqu'à ce qu'il choisisse finalement le bon côté à un moment critique. De plus, Mortlash est un homme rusé et a réussi à déstabiliser cette dernière avec ses seuls mots au point que Tomintoul a pu facilement l'assommer. Si tout cela s'est produit en quelques secondes ou minutes, alors quelle influence Mortlash pourrait-il exercer sur elle au cours d'une semaine entière? Je parierais que le fait que ses supposés alliés ne se soient jamais présentés pour la sauver pourrait aussi la faire reconsidérer ses allégeances. Ce que je voulais essentiellement vous énoncer à travers ces explications, c'est que je pense que si nous avons une gouverne du côté ennemi, elle l'aurait fait en jugeant la situation, ce qui rendrait cette situation très délicate en raison de son titre de chevalier prophétique. Percy et compagnie ne peuvent tout simplement pas la tuer. Pour en finir avec cela, ils devront la raisonner et créer des liens avec cette dernière. Cela serait également un bon moyen pour elle de commencer enfin à se lier d'amitié avec les autres membres du Quatuor. Donc, si nous avons un affrontement Lancelot-Govan, ce ne serait pas parce qu'elle aura été manipulée, mais juste parce qu'elle-même aura décidé de les trahir parce que lorsqu'elle était en détresse, ils ne se sont jamais présentés pour la sauver. Mais bon, je ne sais pas trop comment cette dernière pourrait battre Lancelot avec la puissance de ce dernier. Mais peut-être que sa petite forme nous cache encore des surprises et donc c'est avec cela qu'elle pourra peut-être résister à Lancelot. Et aussi le fait que nous ne la voyons pas jusqu'à maintenant me fait penser que peut-être que les chevaliers chaotiques l'ont envoyé à Camelot. Et aussi une contre-idée sur le combat entre Govan et Lancelot vaudrait tout simplement que Napoléon Percy sauve cette dernière comme je l'avais bien évidemment énoncé dans la revue du chapitre précédent, car après cette mission ils devront aller au royaume féerique avec elle. Car je présume qu'à la fin de tout cela, ils ne pourront pas se rendre à Camelot. Et donc, avoir ces derniers sauvant ces dernières serait bon pour l'intrigue. Je vais maintenant vous donner les 2 suppositions qui pourraient conduire à une bataille opposant Lancelot et le roi du Purgatoire. La seconde hypothèse que je vais vous donner pourrait se produire dans cet arc. Mais la première hypothèse se produira à l'avenir si possiblement la seconde hypothèse ne se produit pas vraiment dans cet arc. Mais trêve de bavardage, parlons-en. La mention du roi du Purgatoire est intéressante. Les royaumes des déesses, des démons et des fées ont tous été créés par leurs dirigeants respectifs. Donc le fait que le Purgatoire soit un royaume similaire séparé de Britannia et ait son propre dirigeant peut possiblement impliquer que le roi du Purgatoire est aussi une divinité. Si c'est vraiment le cas, je me demande ce que va faire Nakaba pour expliquer cela puisqu'il ne l'a jamais mentionné auparavant. Je suis aussi curieux de savoir ce qui s'est passé avec le roi démon alors que les deux vivaient dans le même royaume pendant plus d'un millier d'années. D'après moi, ce serait possiblement ce facteur qui pourrait nous expliquer que le roi du Purgatoire n'est pas vraiment une divinité, car je ne crois pas que s'il était vraiment une divinité avec possiblement la même puissance que le roi démon et la divinité suprême, qu'il aurait accepté qu'une autre divinité vienne dans son royaume et impose son règne en envoyant les créatures qui y habitent comme bon lui semble pour pouvoir espionner son fils aîné Meliodas. Donc je pense que le roi démon a possiblement dû pousser à l'asservissement le roi du Purgatoire qui aurait une puissance considérable certes, mais pas au niveau du roi démon ou de la divinité suprême. Il pourrait possiblement, et je dis bien possiblement, avoir le même niveau de puissance que les Seven Deadly Sins. Et c'est peut-être lui qui sera celui qui montrera à Lancelot qu'il n'est pas tout puissant. Ça, c'est juste une idée qui m'est venue avec la mention du roi du Purgatoire et de la créature que Lancelot a détruite. Voilà la première hypothèse que je voulais vous énoncer. Je crois perso, avec cette information, que nous aurons probablement un petit passage au Purgatoire par ces derniers. Je ne crois pas que le Quatuor et compagnie seront au complet. Lancelot pourrait y aller seul pour éviter d'aller chez ses parents car, comme nous le savons, il n'a pas encore rempli sa promesse concernant le fait de ramener Jéricho chez eux. Donc, pour esquiver le passage chez ses parents, ce dernier pourrait faire un saut au Purgatoire, lui permettant de rencontrer le roi de ce royaume avec, bien sûr, l'info que le Purgatoire serait directement lié au royaume éternel. Le seul problème avec ce que je viens de vous énoncer est, d'après moi, le déroulement du temps dans le Purgatoire, ouais, avec une minute dans le monde réel étant l'équivalent d'une année entière ou de 60 ans si je ne dis pas de conneries. C'est le temps le problème avec ce que je viens de vous énoncer. Mais bon, peut-être que nous aurons Nakaba introduisant le fait que lorsque Lancelot était dans cette dimension étrange, il a pu apprendre
quelque chose concernant le flux du temps et donc il pourra avec cela contourner les règles de ce monde et être là-bas en dépendant tout de même du temps de Britannia. Il pourrait ne pas dépendre du temps du purgatoire. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que cette hypothèse est juste tirée par les cheveux. C'est juste des conneries, je vous le dis clairement. Car pour avoir cela, nous devons d'abord avoir l'introduction du fait que Lonzo puisse manipuler le flux du temps ou quelque chose du genre. C'était quand même, d'après moi, bon de vous suggérer cette idée. Car après la mention du roi du purgatoire, je crois perso qu'il devrait y avoir une rencontre entre lui et le Quatuor, ou du moins l'un d'eux, comme Lonzo. Car je ne trouverait pas nécessaire de parler de lui alors que dans Nanatsu, il n'a jamais été mentionné pour finir par ne pas avoir son introduction de cette suite. Et aussi une autre hypothèse, la seconde hypothèse bien évidemment, qui m'est venue à l'esprit, voudrait que le Quatuor et compagnie ne partent pas au purgatoire, mais que ce soit littéralement le roi du purgatoire qui vienne à eux. Et c'est peut-être lui qui pourrait faire face à Lancelot. Et donc Lancelot sera possiblement occupé à combattre sérieusement ce dernier pendant que les chevaliers chaotiques combattront les autres membres du Quatuor et leurs alliés. Car si les chevaliers chaotiques peuvent invoquer un monstre du calibre d'Arakdo, alors pourquoi ne pourrait-il pas invoquer le roi du purgatoire en personne, le monstre le plus puissant du purgatoire? Je pense que lorsque Mortlach remarquera de ses yeux la puissance démentielle que possède Lancelot, il n'aura d'autre choix que d'invoquer le monstre le plus puissant du purgatoire pour lui faire face, car leur mission est avant tout d'éliminer Perceval. Je suppose bien sûr que Lancelot ne leur laissera pas faire. Pour pouvoir l'empêcher d'agir, ils pourront peut-être invoquer le roi du purgatoire. Voilà donc les deux hypothèses que je voulais vous énoncer sur Lancelot et possiblement son prochain adversaire. La première est un peu exagérée, mais je pense que la seconde hypothèse a toutes ses chances d'arriver. N'hésitez pas à me donner vos suppositions là-dessus en commentaire et aussi juste pour pouvoir le supposer, pour ceux qui voudraient possiblement le supposer bien évidemment. En fait, au début de ce combat, Lancelot pourrait laisser Percy combattre seul juste pour voir son évolution au début du combat contre les chevaliers chaotiques. Mais s'il voit à la fin que cela conduit à la mort de ce dernier, alors il n'hésitera pas à s'introduire dans la bataille. Donc, il doit être neutralisé pour ne pas avoir son intervention dans une quelconque bataille. Et aussi une dernière supposition de ma part, je voudrais tout simplement que, comme je vous l'ai mentionné plus tôt, avec le Behemoth prenant une forme plus petite avec un avatar permettant de lui représenter, je voudrais tout simplement que cet avatar surpuissant soit combattu par Lancelot qui nous montrerait certes une force énorme mais ne ferait quand même pas le poids et sera obligé de tout donner pour pouvoir lui combattre ou lui retenir. Nous prouvons ainsi que Lancelot est juste d'un tout autre niveau, mais peut-être que je vous raconte des conneries. Mais globalement, le chapitre 75 des 4 chevaliers de l'Apocalypse, nommant la bataille d'Albion, était un chapitre incroyable. Nous montre le combat de l'Albion et de cette créature du purgatoire Arakdo. Arakdo peut certes être plus puissant que l'Albion, mais cette créature n'a pas pu faire face à cet Albion avec son attaque finale, le rayon d'estomac. Sans déconner, Lancelot est littéralement un moment. Nous avons la mention du roi du purgatoire. Mais qui est-il? Nous avons aussi les chevaliers chaotiques, pas ce chevalier prophétique, mais toujours pas de gouverne à l'horizon. Et enfin, nous apprenons que le Behemoth est juste énorme. Je me demande s'il n'aurait pas la taille de tout un pays, car même si l'Albion est une bête énorme, elle ne représente qu'une puce en termes de taille au jeu du Behemoth. Si le Behemoth est si grand, il ne semble pas repousser tous ceux qui sont sur son dos, alors pourquoi Zeus leur a-t-il dit qu'ils n'arriveront pas en vie à Camelot? J'espère en savoir plus prochainement. Voilà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, car ce fut un réel plaisir pour moi de vous la faire. Pour le soutien, likez, partagez et abonnez-vous. C'est le meilleur moyen pour vous de me soutenir gratuitement. Et n'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos avis et autres concernant ce chapitre, tout comme cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Il y a mes différents réseaux sociaux en description. N'hésitez pas à les checker. J'espère que vous vous porterez bien jusqu'à la prochaine vidéo. Mais surtout, bonne continuation.